Aujourd'hui, on plonge dans une œuvre qui est, disons-le, assez complexe, mais vraiment fascinante. Spectre de Marx de Jacques Derrida. Le but ici, c'est de comprendre comment une pensée, que plusieurs croyaient morte et enterrée, continue en fait de nous hanter. Bon, allons-y. Faut bien comprendre que ce livre-là, il sort à un moment très, très particulier de l'histoire. On est en 1993, le mur de Berlin vient de tomber, l'Union soviétique s'est effondrée, c'est vraiment un tournant majeur. À ce moment-là, il y avait comme une espèce d'ambiance de victoire qui flottait dans l'air. Pour bien du monde, la chute du bloc soviétique, c'était la preuve ultime, la victoire finale du capitalisme libéral. Et le marxisme, c'était devenu une vieille affaire bonne pour les livres d'histoire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Derrida y regarde ce grand discours de victoire et pour lui, c'est pas juste une conclusion logique. Non, pour lui, c'est une tentative presque désespérée d'exorciser quelque chose. Une sorte de deuil un peu maniaque, comme pour être bien, bien certain que le fantôme ne reviendra plus jamais. C'est là que Derrida arrive avec la question qui dérange tout. Il vient remettre en cause cette nouvelle certitude. Et si certaines idées, même quand on les déclare officiellement mortes, continuaient d'avoir un effet sur nous? Pour le démontrer, Derrida fait quelque chose de brillant. Il retourne à la source, la toute première phrase du manifeste du Parti communiste. Il nous rappelle que l'histoire du marxisme, dès le départ, ça commence avec un spectre. Le temps est donné. Et pour analyser cette notion de spectre, Derrida fait un petit pas de côté bien astucieux. Il se tourne vers Hamlet de Shakespeare. C'est un vrai coup de génie. L'histoire du fantôme d'un roi assassiné qui revient réclamer justice, ça devient une métaphore hyper puissante pour réfléchir à notre responsabilité face au passé. C'est ici que Derrida va forger un concept maintenant célèbre, l'anthologie. C'est un jeu de mots, bien sûr, avec ontologie, qui est l'étude de ce qui est, de l'être. L'anthologie, elle, c'est l'étude de ce qui hante. Ça s'intéresse à comment ce qui n'est plus là, qui est absent, continue d'agir sur nous, ici, maintenant. Pour le dire simplement, l'ontologie se demande qu'est-ce qui est. L'ontologie, elle, s'intéresse à qu'est-ce qui revient. C'est toute la question de l'impact de l'absent, de la présence un peu étrange des fantômes dans notre réalité de tous les jours. Dans Hamlet, le fantôme y porte une armure. Il peut voir Hamlet, mais Hamlet, lui, il ne peut pas voir le visage de son père derrière la visière du casque. C'est ça que Derrida appelle l'effet de visière. C'est une relation complètement asymétrique. On se sent regardé, peut-être même jugé par quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas affronter directement. Et voilà le lien. Cet effet de visière, c'est une image parfaite de notre relation avec le passé. On hérite des injustices, des luttes, des espoirs de toutes les générations avant nous. Et, qu'on le veuille ou non, leur regard invisible pèse sur nous et sur nos choix. D'accord. Donc, si le spectre de Marx nous hante, s'il nous observe à travers cette visière du temps, qu'est-ce qu'il veut, au juste? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Pour Derrida, la réponse est claire, nette et précise. Le fantôme ne revient pas pour restaurer un vieux régime politique ou une doctrine dépassée. Non, il revient au nom d'une seule et unique chose, la justice. Mais, attention, il s'agit d'une vision de la justice qui est beaucoup, beaucoup plus large que d'habitude. Elle ne concerne pas juste les vivants. Derrida insiste, on a une responsabilité envers les victimes du passé, mais aussi, et c'est crucial, envers les générations qui ne sont pas encore nées, celles qui hériteront du monde qu'on leur laisse. Pour décrire ce monde qui a tant besoin de justice, Derrida emprunte une autre phrase iconique d'Hamlet. Le temps est hors de ses gonds. C'est une expression qui capture parfaitement ce sentiment de désordre profond, que quelque chose ne tourne pas rond. Et cette phrase-là, elle est pleine de sens. Ça peut vouloir dire que le monde est corrompu, que notre époque est, disons, détraquée, mais ça veut aussi dire que le temps lui-même est comme disloqué. Le passé n'est pas vraiment passé, il continue de s'infiltrer dans notre présent. C'est à la fois une reconnaissance de ce désordre et en même temps un appel à l'action pour remettre les choses en ordre. Et là, on arrive vraiment au cœur de l'argument de Derrida. Essayer de chasser les fantômes, comme on a voulu le faire avec Marx, c'est une impasse. La seule approche vraiment responsable, c'est d'apprendre à vivre avec eux. C'est d'apprendre à écouter ce qu'ils ont à nous dire. Parce que pour Derrida, hériter, ce n'est jamais un acte passif. C'est pas juste recevoir un colis à la porte. C'est un travail actif. Il faut filtrer, il faut critiquer et finalement, il faut choisir. Chaque génération a la lourde responsabilité de décider ce qu'elle garde d'un héritage et ce qu'elle va transmettre à l'avenir. Et vous comprenez que ça va bien au-delà de Marx. Le véritable enjeu, ce n'est pas de devenir marxiste ou d'adhérer à une vieille doctrine. C'est de reconnaître qu'on est tous et toutes des héritiers
et qu'on a le devoir de s'engager de façon critique avec les grandes idées qui ont façonné le monde dans lequel on vit. Finalement, toute cette analyse de Derrida, ça nous renvoie à notre propre époque. Au-delà du seul fantôme de Marx, la question qu'on doit se poser, c'est quels sont les fantômes, les injustices de notre propre histoire qui continuent de nous hanter aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle est notre responsabilité?